Alors sans plus tarder, on va commencer la présentation du beau voyage de marche au Pérou sur les pas du peuple Inca qui aura lieu du 18 septembre au 3 octobre 2024, un voyage de 16 jours et 15 nuits qui sera accompagné par Sylvie Cahouette présente avec nous aujourd'hui. Sylvie qui a accompagné plusieurs fois des groupes sur le chemin de Compostelle, notamment le chemin portugais qui a lui aussi un grand succès d'ailleurs depuis ces dernières années. Elle accompagne aussi d'ailleurs le sentier Capatacan. Donc, elle avait accompagné un groupe au Québec aussi il y a, je pense, 2 ans de ça, Sylvie. Donc, c'est avec une grande joie et une grande expertise et avec sa bonne humeur qu'elle vous accompagnera pour le beau voyage au Pérou. D'ailleurs, elle a fait un voyage de repérage au Pérou cette année. Il y a d'ailleurs plusieurs de ces photos qui sont dans le PowerPoint. Encore un grand merci, Sylvie, pour les photos. Alors, je te laisse la parole, Sylvie. Ben, merci beaucoup, Anne. Donc, bonjour à tous. J'ai fait un voyage de repérage en novembre euh, pour, euh, pour aller voir tous ces beaux endroits que nous allons visiter et faire les marches pour voir à quelle intensité sont ces marches. Donc, j'ai déjà été pendant un bon bout de temps au Pérou et je suis tombée en amour avec le peuple péruvien et son histoire et sa richesse culturelle et ses paysages absolument incroyables. Donc, je vous présente sur les pas du peuple Inca parce que j'aime beaucoup la marche et au Pérou, il y a des sentiers absolument incroyables, extraordinaires. Donc, on peut commencer. Donc, jour 1, nous allons atterrir à Lima. C'est un vol direct. On va visiter un peu la ville de Lima. À Lima, comme vous voyez, on est au niveau de la mer. Il n'y a pas d'acclimatisation, d'altitude. Donc, c'est une très belle ville. C'est la capitale du Pérou, mais c'est en bord de mer. C'est absolument magnifique. On va visiter un peu la place centrale à Lima avec une guide francophone qui va nous parler de la ville de Lima. Donc, le lendemain, nous allons manger dans une cevicheria qui est une des, euh, des plats principaux, c'est leur marque de commerce. Il y en a un peu partout au Pérou. C'est absolument incroyable, c'est frais. C'est une chose que j'ai remarqué dans mon dernier voyage au Pérou, c'est la nourriture est absolument incroyable. C'est délicieux, c'est bien apprêté, c'est délicieux. Ils ont le tour. Donc, la deuxième journée, on prend un vol national vers Cusco. Là, à Cusco, on est en altitude. Donc, la ville de Cusco est à 3000 mètres, 3000 quelques mètres. Donc, la première journée, on se repose à Cusco. Le matin, on va se reposer et dans l'après-midi, nous allons avoir une cérémonie de despacho, qui est une cérémonie sacrée avec les feuilles de coca. Donc, la première journée, très, très, très importante de s'acclimater à l'altitude. Donc, il faut prendre le temps à notre corps de s'acclimater. Donc, il faut boire beaucoup, beaucoup d'eau et de thé de feuilles de coca. La feuille de coca, c'est une plante sacrée au Pérou et c'est une plante qui aide beaucoup dans l'altitude. C'est un vasodilatateur qui aide à l'oxygène dans le sang. Et il y a aussi la guada florida, qui est une eau florale. Ah, j'ai oublié ma petite bouteille, je l'ai à côté. C'est une eau florale qu'on met dans la main et qu'on respire.
C'est un vasodilatateur qui nous aide aussi avec l'altitude. Ça se vend un peu partout à, à Cusco. Donc, la première journée, il y a seulement la cérémonie de despacho dans l'après-midi et on se repose. On peut aller se promener dans la place principale, la Plaza de Armas, qui est magnifique. C'est un très beau parc. Donc, ça, c'est la première journée de repos. La deuxième journée, on commence à visiter les endroits exceptionnels du Pérou dans la vallée sacrée. C'est les sites archéologiques. Il y a le site Sacsayhuaman qui, regardez, c'est des photos que j'ai prises, hein. C'est absolument incroyable, la structure des murs, les pierres taillées. On peut même pas insérer une feuille de papier tellement c'est exact. Il y a beaucoup de suppositions, de théories, mais vraiment, on ne sait pas trop comment ça a été construit, mais c'est absolument incroyable à visiter. Il y a beaucoup d'histoires. On va être accompagné par un guide francophone péruvien qui va tout nous expliquer l'histoire de ces sites qu'on va visiter. Donc, cette journée-là, on visite 3 ou 4 sites archéologiques. Oui, absolument incroyable. Et la vue aussi, parce que souvent c'est en montagne, la vue est absolument imprenable sur la ville de Cusco, parce que c'est pas tellement loin de la ville de Cusco, ces sites-là. Donc, on peut continuer. Oui, donc c'est un autre site. C'est des sites hautement vibratoires aussi. Pour les personnes qui sont sensibles, vous allez ressentir, il y a tellement d'histoires, tellement de gens qui ont visité aussi et d'histoires de ce peuple qui remonte à plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années. Il y a encore des ruines qui sont découvertes dans la vallée sacrée à ce jour. Donc, on continue. Ah, ça, c'est des photos que j'ai prises. On va visiter un centre de textile. Donc, la dame à gauche de la photo nous explique comment la laine d'alpaca est nettoyée avec une plante. C'est une plante qui mousse comme du savon. Puis, vous voyez, elle nous montre comment c'est efficace. Puis, toutes les plantes qui se servent pour la teinture du textile, c'est vraiment très informatif et très intéressant. Et il y a aussi beaucoup de gens qui font le tissage et on peut acheter directement là les vêtements qu'eux ont fait ou des couvertures ou des centres de table. C'est absolument puis la laine d'alpaca, c'est doux, ça pique pas comme la laine de mouton. Donc, c'est vraiment incroyable. On finit la journée dans les ruines de Pisac, qui sont à couper le souffle aussi. Donc, c'est une journée très, très bien remplie, cette journée-là. Donc, on peut continuer. Le jour 5, vu que la journée juste avant, on a beaucoup, beaucoup visité, le jour 5, quand je l'ai fait, j'ai trouvé que c'était trop ardu. On montait très, très haut en altitude et la descente était très à pic. Donc, j'ai demandé à faire un changement pour aller passer une journée de plus dans la ville on peut avancer vers la ville d'Ollantaytambo, qui est mon coup de cœur. C'est un très beau village dans la vallée sacrée, entouré de montagnes et de ruines, de sites archéologiques à flanc de montagne, à même le village. On peut aller visiter. Donc, le jour 5, on va se rendre à Ollantaytambo, puis on va visiter le village et les ruines qu'on peut voir ici. Cette photo-là, elle a été prise de la ruine. Donc, à flanc de montagne, il y a les sites archéologiques, il y a un temple du soleil, d'où ce qu'on va méditer. Et
et en tout cas, faire une petite cérémonie là, au Temple du Soleil, vous allez voir, c'est extraordinaire. Puis vous pouvez voir en bas, de la photo, le marché et il y a une rivière qui passe dans le village. C'est tellement un beau petit village, des restaurants. Ah, il y a un restaurant qu'on va aller manger, c'est extraordinaire, la nourriture c'est tellement bon. Donc ça, c'est la jour 5 à Ollantaytambo et le jour 6, on va aller visiter Huachuicusco, qui est une ruine, d'Inca. L'empereur, Inca est tombé en amour avec cette région, puis a décidé d'en faire, sa demeure. Donc un village qui s'est créé, dans cet endroit qui est à couper ça. Vous pouvez voir les montagnes, c'est extraordinaire. Donc, on marche jusqu'aux ruines et puis on continue à la descente vers, le village de Lamay et on peut continuer et on va retourner à Ollantaytambo et on peut marcher le soir. Ça, c'est à notre hôtel. Il y a des alpacas dans le jardin et beaucoup, beaucoup d'oiseaux-mouches qui viennent manger, qui viennent boire à même les fleurs. Donc, jour 7, on part. Jour 7, il y a 2 itinéraires proposés. Pour ceux qui ne se sentent pas capables de marcher sur le chemin pour aller voir le Machu Picchu, on va marcher un 16 kilomètres en montagne, qui est la dernière journée du trek pour le Machu Picchu. Donc, ceux qui veulent se rendre directement vont prendre le train et se rendre directement au village d'Aguascalientes, qui est de toute beauté. Et ceux qui veulent marcher, on se rend au kilomètre 104. C'est ici avec ma copine. On se rend au kilomètre 104 et on commence à marcher. Donc, c'est un 16 kilomètres en montagne. Il y a beaucoup de montées, mais c'est de toute beauté. Si vous pouvez, je vous le conseille fortement, heu, quitte à vous pratiquer avant, mais c'est tellement beau, c'est extraordinaire. Donc on marche, jusqu'à la Porte du Soleil, qui est l'Inti Punco, qui à ce site-là, on voit la vue du Machu Picchu. C'est extraordinaire, c'est les plus belles photos au fait, ce fond-là. Donc, on se rend à la porte du Machu Picchu. On visite pas cette journée-là. On retourne à Aguascalientes, aller rejoindre le restant du groupe. Puis le groupe qui est directement à Aguascalientes, vous pouvez visiter, il y a des sources chaudes que vous pouvez aller, c'est pas inclus dans l'itinéraire, mais je l'ai fait, puis c'est des bains, d'eau chaude qui descendent, qui sortent de la montagne. Puis, c'est très reposant, puis c'est dans la jungle. C'est très, très beau. Il y a des petits sentiers aussi qu'on peut aller marcher, puis la ville, c'est plein de boutiques. C'est très, très beau. Donc, le jour 8, c'est le jour, le point fort du village. J'ai j'ai pensé au village. C'est le point fort du voyage. On va visiter le Machu Picchu, qui est à couper le souffle. C'est extraordinaire, hem, comme, ça, c'est dans le village de Aguascalientes/Machu Picchu. Ils ont changé le nom du village pour Machu Picchu, mais en réalité, c'est Aguascalientes. Donc, vous pouvez voir comment c'est beau les montagnes. On est vraiment dans la vallée sacrée. Donc, le jour 7, on visite, le Machu Picchu, les terrasses du Machu Picchu, le temple du soleil. On va visiter, différents, temples à même le village. Le Machu Picchu, ça se trouve à être,
un peu comme la cathédrale de Santiago de Compostelle. C'était un lieu sacré. C'est pour ça qu'il y a plusieurs chemins des Incas. Les Incas partaient d'un peu partout, du Brésil, de la Bolivie, de l'Équateur, puis ils marchaient pour se rendre là. Donc, il y a plusieurs chemins d'Incas qui se rendent au Machu Picchu. Et si on est chanceux comme on l'a été, il y a des sorties scolaires, donc il y a des Péruviens qui viennent visiter puis qui sont tous habillés dans les vêtements traditionnels. C'est hautement en couleur, comme le Pérou. Donc, c'est la visite du Machu Picchu. C'est un incontournable et c'est une journée mémorable. Donc, on continue. Donc, le jour 9, on va visiter les salines de Marès. C'est vraiment beau, c'est super intéressant. C'est un ruisseau salé, d'eau salée, qui coule de la montagne. Puis, les gens de ce village, du village de Maras, ont chacun leur carré d'où ce qui recueille le sel. Et en tout cas, ça va tout être expliqué avec le guide, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est unique aussi parce qu'on n'a pas ça ici, jamais on aura ça, mais c'est vraiment unique, c'est vraiment beau à visiter. Il y a aussi Morey qui se trouve à être des jardins malheureusement abandonnés, mais c'est des jardins des Incas qui faisait avec des galeries à étages parce que tout est en montée, tout est en pente. Donc, c'est un système de jardin qu'on va visiter aussi. Donc, on continue. Les salines un peu plus de proche. On voit plus l'eau est foncée, plus que d'eau et plus que la couleur est pâle, plus que le sel se cristallise et l'eau sèche, donc il recueille le sel. On va voir, il y a des petites montagnes de sel, puis ouais. On peut continuer. Ah, Chinchero. Oui, on va visiter le village de Chinchero. Regardez-les. C'est tellement un beau peuple, le peuple péruvien. C'est un peuple heureux. C'est... Puis ils savent, hein? J'ai demandé souvent au peuple, vous rendez-vous compte de la richesse de où ce que vous restez, puis oui, ils savent, ils sont heureux de vivre là. C'est vraiment un beau peuple. Donc, on continue. Oui, les terrasses, vous voyez de proche les terrasses, comment est-ce que c'est tellement génial. Puis, ils ont aussi un système d'arrosoir qui récolte l'eau. Puis, en tout cas, il y a un système d'arrosoir aussi pour les terrasses. C'est vraiment intéressant, vraiment intéressant comme pays. Donc, jour 10, on retourne à Cusco. C'est à ce moment-là qu'on peut aller visiter le Temple du Soleil, le musée des Incas, qui est très intéressant. Vous voyez ici dans la photo, on voit un peu la Plaza de Armas, qui est la place principale de Cusco. Il y a les cathédrales qu'on peut aller visiter aussi. C'est de toute beauté. Vous voyez la fontaine. C'est vraiment, vraiment une belle place. C'est plein de boutiques aussi, de petits restaurants à visiter, des quartiers incroyables à visiter. On va visiter ça le jour 10. On va être acclimaté à ce moment-là. Donc, le marché de San Pedro, c'est un marché hautement en couleurs. Vous voyez, vous pouvez voir par la gauche, là, c'est les couleurs du Pérou. C'est tout fait à partir de plantes, ces couleurs-là. Il n'y a pas de teinture synthétique. C'est tout à partir de plantes qu'on va apprendre quand on va aller visiter le textile.
Donc, c'est incroyable quand on le sait, on dit: «Mais voyons qu'ils ont réussi à sortir toutes ces couleurs à partir de plantes». Ouais, c'est, ouais. Donc, on va retourner à Sacsayhuaman? Je ne sais pas si on va retourner à Sacsayhuaman, mais en tout cas, ça, c'est une vue du parc de Sacsayhuaman, qui est, tout près de Cusco. Vous voyez la ville de Cusco au loin, qu'on peut voir, à partir des ruines. Donc on continue. Ah! Jour 11. La montagne des 7 couleurs. C'est aussi un incontournable. Par contre, c'est très, très haut. On va monter en altitude. Heu, Ceux qui peuvent, on le monte à pied, mais ceux qui sont trop fatigués ou en montant qui sentent le besoin de de se reposer ou de finir à dos de cheval, c'est possible, même au début. Vous pouvez louer, ce qui est pas inclus, c'est optionnel, mais c'est vraiment pas cher. Je pense que ça revient à alentour de 10 US. Vous pouvez monter à dos de cheval avec le guide qui marche à côté de vous. Donc c'est possible de le monter à dos de cheval et rendu en haut, ben, on finit en escalier pour se rendre vers la montagne des 7 couleurs ou la Rainbow Mountain ou la montagne arc-en-ciel. Il y a plusieurs noms pour cette montagne. Ça, c'est une photo que j'ai prise. C'était nuageux, il neigeait en haut. Fait qu'imaginez quand que c'est plein soleil, les couleurs qui sortent doivent être extraordinaires. Même nuageux, c'était incroyable, de toute beauté, de vraiment toute beauté. Ça vaut l'effort. Vous voyez, c'est très sécuritaire pour monter, c'est des marches. On s'arrête, on prend de l'eau, Aguas, de la Florida, puis on prend des bonnes bouffées de ça, plusieurs pauses en montant et on est capable de le faire. Si on si on peut pas monter jusqu'au bout, on peut s'arrêter d'où ce qu'on voit qu'il y a plusieurs personnes, puis c'est la vue est extraordinaire là, mais moi, j'ai voulu monter jusqu'au bout, justement pour savoir, comment est-ce qu'on se sent rendu en haut. C'est à 5 200 mètres. C'est très haut. On reste pas longtemps non plus, là. L'oxygène est plus rare, mais ça vaut le détour. Au moins jusqu'à en bas d'où il y a des petites, il y a des places pour se reposer. Donc ça, c'était la montagne des 7 couleurs que j'ai adorée. Jour 12. Donc on part, de, Vinicunca, qui se trouve être le village qui est près des montagnes des 7 couleurs, et on se rend à Puno. C'est une journée, d'expédition en autobus. On arrête, pour visiter, un autre site archéologique, des Incas ou même pré-Incas, et c'est absolument incroyable, c'est un c'est époustouflant de voir, la hauteur et la grandeur de ces ruines. Donc, on visite, Rachi, puis aussi, il y a une petite place qu'on peut, acheter des choses de là-bas. Silustani aussi, c'est un site archéologique, je pense que c'était un site, d'où ce qu'il allait enterrer comme, voyons, j'ai Un cimetière, tu veux dire? un cimetière, c'est OK. ça. J'avais un autre mot que je savais, c'était pas ça, mais ouais, c'est ça, c'est un site, je pense c'est un cimetière, inca, donc de toute beauté aussi. Ça, c'est une photo que j'ai prise à gauche, c'est une des premières vues qu'on a du lac Titicaca. On a très hâte de le voir, au fait.
Donc, puis j'ai eu la chance d'avoir un arc-en-ciel. Il y avait une orage au loin, c'était vraiment à couper le souffle. On voit la ville de Puno qui est à flanc de montagne. Et la ville de Puno, c'est la place principale qu'on voit à droite. C'est l'ambiance. Il y a beaucoup, beaucoup d'ambiance. Quand on a été, il y avait des danses. Il y avait des gens qui dansaient, des danses de ligne péruviennes, sur la musique péruvienne. Dans l'ambiance, c'est extraordinaire. Puis, quand on est retourné, il y avait un défilé avec des danses, de la musique, beaucoup d'ambiance dans la ville de Puno. Donc, le jour 13, on va visiter les îles flottantes d'Uros. Ça, j'avais tellement hâte de faire ça. Ils vont tous nous expliquer comment ils font les îles flottantes, mais c'est absolument hallucinant. C'est incroyable de voir l'ingéniosité de l'être humain, comment il peut se débrouiller en état de survie, parce que les îles d'Uros ont été créées lors de la guerre. Ça a commencé en Bolivie, il y a eu une invasion, puis les gens se sont sauvés dans les herbes hautes et ont trouvé une façon de créer les îles flottantes. Vous voyez, là, il nous explique tout à gauche. La photo, c'est une photo que j'ai prise. Il nous explique tout comment ils font les îles flottantes. Ça fait, je pense, 300 ou plusieurs centaines d'années que ça existe. Puis il y a des villages d'îles flottantes. Donc, l'île qu'on visite, il y a 6 maisons. On peut voir la photo à droite. Il y a 6 habitations, 6 familles. 30 personnes vivent sur cette île-là. C'est incroyable. Puis, on peut les encourager en achetant des choses qu'ils font. Et j'ai fait le tour du petit bateau. Là, eux autres, ils l'appellent. J'ai demandé comment vous appelez votre bateau. Il dit Rolls-Royce ou Mercedes-Benz ou Rolls-Royce en tout cas. C'est la Rolls-Royce des bateaux sur le lac Titicaca. Donc, c'est un extra de 15 dollars, je pense, mais ça les aide, eux, à vivre. Ils vivent beaucoup de la pêche et maintenant de tourisme. Donc, on va passer la nuit chez l'habitant à l'île euh, de Luquina. On est accueillis par je pense que c'était Esmeralda, que son nom, je ne me souviens plus exactement, mais on est accueillis, ça c'est sa petite fille, c'est son enfant. On va dormir chez elle. Donc, on monte, c'est une assez bonne montée, c'est surprenant. Puis ça, c'est dans la cuisine, on les aide à éplucher les pommes de terre. Beaucoup de patates, beaucoup, beaucoup différentes sortes de patates dans la région du lac Titicaca. C'est leur repas principal, c'est les différentes patates. Donc, je suis ici à gauche, vous pouvez voir ma veste de laine d'alpaca que j'ai achetée là-bas. Si je conseille aux voyageurs de se garder un peu de place dans leur sac à dos ou dans leur valise pour acheter au moins une veste de laine d'alpaca. C'est chaud, c'est confortable et c'est un beau souvenir. Donc, on participe à la vie de l'habitant qui est super intéressant. Puis, eux autres, ils parlent quechua, donc c'est pas espagnol. Donc, notre guide nous traduit, donc on peut communiquer avec eux avec la traduction du guide péruvien. Et après, on va visiter la ville, l'île de Taquile.
Takile, c'est une ville, c'est une île incroyable. Les gens, il n'y a aucune voiture, voiture sur les tout le monde se déplace à pied ou en vélo. Et dans le temps du COVID, quand il n'y avait aucun tourisme, ils ont fait des trottoirs en pierre pour la sécurité des touristes. C'est très beau. Puis il y a une cérémonie de danse et de chant. Ils nous expliquent comment est-ce qu'ils vivent. C'est vraiment intéressant. C'est un beau peuple, un vraiment beau peuple. Oui, ça, c'est avec la cérémonie de la danse. On peut danser avec eux. J'ai dansé avec eux. C'est tellement un beau peuple, hein. Tout en couleur, bien sûr, hein, comme la, la- la- la marque de commerce du Pérou. Donc, oui, on a une belle rencontre avec les locaux et on dîne là-bas, qui est vraiment très, très bon. Jour 15, on retourne à Puno et on va se diriger vers la ville de Juliaca, Juliaca, je pense que c'est Juliaca, pour aller prendre l'avion. Et en passant, on va retourner ou peut-être pas. Ça dépend si on a le temps de voir Silustani en y allant. Puis si on l'a déjà visité, ben, on va se rendre directement à la ville de Juliaca pour aller prendre l'avion et retourner à Lima. Donc, c'est notre retour vers Lima. Et de là, on va retourner vers Montréal. Donc, vous pouvez voir, c'est un voyage hautement coloré et très, très rempli de culture et de cérémonies avec le peuple inca et quechua. Et on va aussi avoir des moments de méditation dans les sites archéologiques et dans les sites sacrés et au Machu Picchu aussi. Euh, c'est un voyage d'une vie. Il faut le voir au moins une fois dans sa vie. C'est absolument incroyable, inoubliable comme voyage. Donc, je suis ouverte aux questions. Oui, Il y a alors en beaucoup de fait, marches. Il y a beaucoup de marches, et, mais on s'adapte et il faut écouter notre corps. C'est très, très important d'écouter notre corps. alors il nous reste un petit Donc, peu de temps avant que je passe à la présentation un peu plus détaillée de comment s'inscrire et les prix. Juste avant ça, je vais peut-être te laisser dire peut-être un mot sur la préparation physique avant le départ, vu qu'il y a beaucoup de marches, il y a de très l'altitude, important. tout ça. Je te laisse dire un petit mot là-dessus avant que je passe au prix, puis ensuite aux questions-réponses. D'accord. Donc, pour la préparation physique est assez importante pour ce voyage-là. Premièrement, parce qu'on est en altitude. Et pour en altitude, il faut avoir un corps assez en forme. On ne peut pas nécessairement ici au Québec se préparer pour l'altitude parce qu'on n'a pas de montagne assez haute. Mais on peut travailler notre cardio. C'est important d'avoir un bon cardio. Donc, si les gens, vous pouvez faire de la marche rapide ou d'aller faire du vélo ou très important d'aller marcher en montagne pour bien oxygéner nos muscles euh, et d'avoir des bons muscles, des jambes, d'avoir une bonne endurance musculaire et cardiovasculaire. Très importante parce qu'on va quand même marcher beaucoup et marcher en altitude. Et c'est ça. Il y a en préparation, peut-être, il y a des gouttes que vous pouvez ajouter dans votre eau qui se trouve à être c'est Self Food, Celllfood, Self Food.
qui est un apport en oxygène qu'on peut mettre dans l'eau. Il y a ça, mais rendu là-bas, on achète des feuilles de coca, on mange des feuilles de coca. On fait comme les Incas finalement, comme les Péruviens. On mange des feuilles de coca, on boit du coca-tea et on a la petite bouteille de agua de Florida qui est très important, qu'on garde avec nous et ça va être notre odeur du Pérou. Moi, quand je sens ça, ah, c'est le Pérou. C'est le Pérou. Donc, il va avoir quand même des outils là-bas, mais la préparation physique est importante, très importante pour ce voyage-là. Mm. Donc, Parfait. oui, on peut Merci continuer. Sylvie. Oui, alors je vais passer à la présentation des prix et des modalités d'inscription. Déjà, si vous avez des questions, que vous voulez commencer à les écrire, on va passer aux questions-réponses juste après. Alors, donc concernant les prix, en ce moment, il y a un rabais Réservéto qui vous permet d'économiser 100 dollars sur votre voyage si vous vous inscrivez avant le 16 mai. Donc, avec le rabais Réservéto, en occupation double, le voyage coûte 5 998 dollars par personne. Et après le 16 mai, quand il n'y aura plus le rabais, ce sera 6 098 dollars par personne en occupation double. Il y a la possibilité de payer un supplément pour être en chambre individuelle. Donc le supplément, c'est de 427 dollars par personne. Si jamais vous êtes une personne seule et que vous ne voulez pas payer de supplément en chambre individuelle, on peut vous jumeler avec des personnes du groupe. C'est une pratique qu'on fait avec beaucoup de nos voyages. Donc on peut vous jumeler avec une personne évidemment du même sexe, idéalement d'une même tranche d'âge aussi. Donc on s'occupe de ça. Il suffit de le mentionner quand vous vous inscrivez et on s'occupe de vous jumeler avec quelqu'un sans problème. Donc concernant ce qui est inclus dans le prix, donc énormément de choses sont incluses dans le prix. Donc les vols aller-retour de Montréal à Lima ainsi que les vols à l'interne aussi, vu qu'il y a plusieurs vols qui sont faits à l'intérieur du Pérou. Les 2 nuits chez l'habitant ainsi que toutes les nuits en hôtel, tous les petits déjeuners, tous les lunchs, sauf à Cusco lors de la journée libre et de souper. Donc, tous les transferts en train, en bus de la ville et taxi et bateaux sont inclus. Les services de l'accompagnatrice, donc Sylvie, sont inclus aussi. 2 rencontres préparatoires avant le voyage. Les services d'un guide francophone sur place, le Boleto Turistico Général de Cusco, qui vous donne l'accès en fait à plusieurs sites archéologiques dans la région de Cusco et de la vallée sacrée. Donc le pass est valide pendant 10 jours, ainsi que toutes les taxes. Ensuite, concernant ce que le forfait ne comprend pas, donc les repas qui ne sont pas mentionnés au programme, les boissons. L'assurance voyage, donc on vous recommande fortement de prendre une assurance voyage pour avoir une idée du tarif que ça pourrait être. On vous recommande de discuter directement avec ma collègue qui s'occupe de ce voyage. Je vais vous donner ses coordonnées juste après dans la slide suivante. Et les pourboires et dépenses personnelles, évidemment, donc pour vous acheter les beaux petits pulls et cardigans que Sylvie mentionnait tantôt en laine d'alpaga. Gardez du budget pour ça. Et puis, la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, le FICAV, donc, qui maintenant est gratuit en fait depuis janvier 2024. Donc, si vous ne savez pas, en fait, le fait de réserver votre voyage avec Spiritour, qui est une agence donc certifiée, ça vous permet d'être protégé par le FICAV. Donc, si jamais il y a dans certains cas particuliers d'annulation ou des choses comme ça vous permet d'être remboursé de votre voyage partiellement ou en totalité, dépendamment des conditions. Donc, ça vous donne une sécurité supplémentaire si vous ne saviez pas. Pour vous inscrire, alors vous avez maximum jusqu'au 16 juillet. Vous pouvez vous inscrire de 2 façons différentes, soit sur notre site web directement sur spiritour.com, qui est la façon la plus facile et rapide de vous inscrire. Vous pouvez passer votre paiement de manière sécurisée, le paiement étant un premier dépôt de 750 dollars et ensuite vous avez jusqu'au 16 juillet pour payer le reste de votre voyage, donc en un ou deux autres paiements comme vous le souhaitez.
Ou sinon, si vous êtes moins à l'aise avec Internet, vous pouvez imprimer le formulaire d'inscription qu'on a sur notre site web. Vous le remplissez à la main et vous l'envoyez par la poste en précisant votre moyen de paiement. Et puis, on va prendre votre inscription comme ça aussi. Donc, assurance voyage, comme j'avais mentionné tantôt, pour savoir quelles sont les modalités, les tranches de prix selon les tranches d'âge, ça peut beaucoup varier. Donc, vous pouvez communiquer directement avec Frédéric Lafont, qui est la responsable des voyages aux sources de lettres et qui s'occupe du voyage au Pérou. Donc, vous pouvez nous appeler au numéro de Spiritour juste ici et composer ensuite le numéro de poste 207 pour parler à Frédéric. Il y a aussi son adresse courriel ici. De toute façon, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de prendre en note. Les informations de son contact sont sur notre site web et on va aussi vous les repréciser quand on vous enverra la rediffusion des conférences lundi, ou si vous êtes en train de regarder sur YouTube, ce sera dans la section des informations juste en dessous. Donc, nombre de personnes, minimum 7 personnes et maximum 15 personnes. Donc, vous voyez que c'est quand même un petit groupe. On veut garder ça à échelle humaine. Ça fait vraiment partie de la philosophie de Spiritour, ça, de garder des groupes assez petits, surtout pour nos voyages aux sources de lettres. Concernant la documentation requise aussi, pensez bien que tous les voyageurs canadiens qui se rendent au Pérou doivent être en possession d'un passeport encore valide 6 mois après la date de retour au pays, de retour au Québec. Donc, pensez à vérifier la date d'expiration de votre passeport avant de partir et de vous laisser du temps peut-être de le renouveler si jamais si jamais le besoin est là. Alors voilà, on va passer à la période de questions. J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont commencé à nous écrire, donc je vais hop, voir les questions. Alors, Marie-Josée nous demande des questions concernant la température et la pluie. Donc, quelles sont les températures et est-ce qu'il y a de la pluie? Ah, bonne question. Oui, on va être en septembre, qui se trouve à être, parce que les saisons sont pas pareilles. Là-bas, ils ont l'hiver, ça se trouve à être en été, ici. Donc, on va être à la fin de l'hiver, au début de l'été. Donc, la saison de pluie, qui se trouve à être en été, commence fin novembre, début décembre. Donc, moi, quand j'ai été en novembre, j'étais à la limite. Puis, on a eu un peu de pluie, mais vraiment pas beaucoup. Donc, en septembre, il n'y aura pas de pluie. On est encore dans la saison, à la fin de la saison de l'hiver. Donc, il n'y aura pas de pluie. Ou peu. Mais c'est toujours bon d'avoir, de s'apporter des vêtements pour la pluie. Mais, il ne devrait pas en avoir beaucoup parce qu'on n'est pas dans la saison des pluies. Pour la température, ça varie beaucoup parce que quand on est au niveau de la mer, à Lima, c'est chaud, on est confortable, c'est dans les 20 degrés. Quand on se rend à Cusco, là, c'est un peu plus frais parce qu'on est en altitude. Plus on monte, plus c'est frais. Donc, il faut s'apporter des vêtements chauds et léger. Mais comme dans les voyages de marche et de randonnée, ben, c'est le principe des couches, différentes couches. Donc, T-shirt, manches longues, petite veste légère et veste un peu plus chaude. Quand il fait chaud, on en met plus de couches. Donc, oui, ça peut être frais. Un petit manteau, surtout quand on va monter la montagne des 7 couleurs. Moi, rendue au bout, il neigeait. Donc, c'est pas de la grosse neige comme ici, c'est comme des petites boules de pluie durcie, là, des petites boules blanches, là, mais c'est quand même de la neige, puis il faisait froid. Donc, ça va prendre une paire de gants, ça va prendre un petit manteau, mais les manteaux, aujourd'hui de plumes d'oie, ça vient que c'est gros comme ça une fois plié, puis il y a beaucoup de manteaux comme le mien, la poche du manteau est à même le manteau. Donc, je rentre le manteau dans la poche, puis c'est ce que j'avais apporté et je m'en suis servie une couple de fois quand on était, en montagne.
Parfait. Et puis Marie-Josée nous demande aussi donc une autre question concernant, est-ce qu'on prend plutôt une valise ou est-ce qu'on prend plutôt un sac à dos? Encore bonne question. Hem, Certainement un sac à dos. Ça va prendre un sac à dos. Que ce soit le sac à dos principal ou un petit sac à dos pour transporter nos effets personnels quand on va marcher, ça va prendre un sac à dos, minimal, un sac à dos. Peut-être une valise pour transporter qu'on va laisser à l'hôtel, mais comme vous avez pu voir, on bouge beaucoup. Mmh. On reste pas, 4-5 jours à la même hôtel, donc il faut prévoir quelque chose, assez léger. Mmh. Si c'est une valise, ben, peut-être pas trop lourde, pas trop grosse parce qu'on va avoir à transporter souvent nos bagages. Ouais, Mais un peu comme à certainement Compostelle, faut un être petit sac à dos. stratégique, ouais, Ouais, un peu comme pour le chemin de Compostelle, faut être stratégique un peu oui, dans qu'est-ce qu'on apporte avec nous, ouais. ouais, je Moi, personnellement, je pense que je vais apporter mon sac à dos, que je porte sur Compostelle. parfait. Puis de toute façon, je précise aussi, quand vous êtes inscrit au voyage, vous aurez une rencontre pré-départ. Bah là, en plus, il y en aura plusieurs, vu qu'il y aura aussi des préparations de marche, mais il y a une rencontre pré-départ où on vous donne, vous pouvez répondre, vous pouvez poser toutes vos questions sur le voyage et vous aurez aussi un document pré-départ avec une liste de choses qu'on vous suggère d'apporter, aussi les détails sur la météo, les températures. Donc, on va fournir tout ce qu'il faut pour que vous soyez bien préparé au voyage aussi. Donc, au besoin, on pourra vous redonner les informations aussi, ce que tu conseillais de prendre avant d'aller en altitude aussi. Je pense que tu parlais de petites gouttes Oui, ou des choses comme ça. Peut-être oui. si tu veux rementionner la marque aussi pendant la rencontre pré-départ. Et aussi, non, on pourrait le remettre dans le document pré-départ. Donc, Mmh. voilà. Alors, il n'y avait pas d'autres questions. Alors, Sylvie, je te laisse le mot de la fin. Wow! Donc, ah, quoi dire, du Pérou? C'est Moi, je suis tombée en amour avec ce pays-là. Je suis extrêmement, privilégiée de pouvoir retourner et d'amener des gens, de partager le Pérou avec des gens, hem et le peuple et la culture et l'énergie de la vallée sacrée. Hem, je suis choyée, privilégiée et tellement heureuse d'offrir ce voyage, que c'est un voyage d'une vie. Vous allez en parler longtemps. Les gens vont être tannés, mais vous allez en parler longtemps. Hem, on en revient absolument enchanté de ce voyage. C'est tellement riche en couleurs, en culture, en paysages, en différents paysages parce que, j'ai pas calculé le nombre de différents, hem, comment qu'on dit? Différentes, paysages, autant la jungle, autant sec, Mm. autant en montagne, il fait froid, il fait chaud, c'est tellement riche comme, différentes, Il y a des expériences qu'on microclimats vit. un peu, non, c'est ça? Pardon? Il y a comme plusieurs microclimats selon Oui, les endroits c'est où on ça, est. c'est Ouais, ça, ouais. En tout cas, parfait. c'est riche, c'est un voyage riche en émotions, en culture, en tout. Donc, je vais être très heureuse d'accompagner les gens dans ce voyage. J'ai très hâte.